Eh bien, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour continuer un petit peu les tracés des épures. Alors, on a vu en début de semaine le tracé d'une épure théorique de Baudorochat. Aujourd'hui, on va regarder le tracé d'une épure réelle, comment ça se passe exactement dans un moteur. Alors, toujours pareil, vous avez eu déjà des notions de pression-volume. Donc, on a un volume qui varie dans l'enceinte thermique et de fait, on a automatiquement une pression qui varie. On va voir un petit peu ce que c'est que la densité de l'air, la masse volumique, et puis on va regarder aussi de commencer à maîtriser les termes d'avance et de retard, notamment qui sont utilisés en distribution. Voilà, c'est ce que nous allons voir au cours de ce petit cours. Baudorochat a émis des hypothèses pour son cycle théorique. Donc, il est parti sur la première hypothèse, c'est que la température des parois est uniforme du début, donc du filtre à air jusqu'à l'enceinte thermique. La température du conduit est la même partout, en tous les points du conduit, ce qui, on le verra, n'est pas tout à fait exact, mais c'est ce qu'il a pris comme hypothèse. Comme la masse gazeuse est uniforme, c'est-à-dire que donc on a la même composition moléculaire sur toute la masse gazeuse, et on s'apercevra que ce n'est pas tout à fait le cas non plus, mais c'est l'hypothèse qu'il a prise au départ. Et il est parti de l'idée qu'une masse gazeuse n'était pas élastique. Voilà. Donc ça, c'est avec cela qu'il a pu générer son premier diagramme, son premier cycle à 4 temps théorique. Alors, du coup, pour lui, la masse gazeuse est considérée comme un bloc stable et indéformable, comme un chewing-gum. Si vous prenez un chewing-gum, que vous l'avez dans un paquet, vous le sortez, il est dur, il est relativement rigide, et donc il est stable. On va dire que la masse gazeuse qui va rentrer dans le moteur, pour Baudorochat, en théorie, c'est comme un chewing-gum, c'est rigide. Du coup, tous les événements vont se faire, les événements, donc ouverture, admission, allumage, fermeture, échappement vont se faire au point Moreau, donc au point référence, point Moreau, et puis la fermeture, admission et l'ouverture, échappement vont se faire au point référence, point Morbat. Donc, il n'y a pas de décalage entre l'événement et le point référence. Ça se fera toujours sur un point référence. Chaque temps va durer 180 degrés, obligatoirement, puisqu'à chaque point mort, il y a un événement, et que le cycle complet se fera donc sur 2 tours de Villebrequin, soit 720 degrés. Voilà, donc ça c'était l'hypothèse de départ de Baudorochat quand il a établi son épure de circulaire théorique que vous avez là. Donc on voit bien que le point Moreau, l'admission, l'OA, l'ouverture du conduit d'admission se déclenche au point Moreau, dont la soupape s'ouvre, elle se referme au point Morbat, point référence point Morbat, c'est FA, et donc pendant 180 degrés, on a l'admission. Ensuite, on va partir de la fermeture de l'admission et on va aller jusqu'à l'allumage, et ça sera donc sur la remontée du piston la compression, puis on déclenche la combustion et à partir de là, on va partir donc à brûler les gaz, à récupérer évidemment la variation de pression pour propulser le plus rapidement possible le piston vers le bas, c'est le temps moteur, je le rappelle, et donc arriver à l'ouverture d'échappement qui va l'ouverture va déclencher la phase échappement, et bien ça veut dire qu'on clôture la phase de combustion détente et le point référence c'est le point mort bas. Ensuite donc on va remonter, le piston va remonter pour nettoyer le cylindre de tous ces résidus de combustion jusqu'à la fermeture du conduit d'échappement qui se réalise sur le point mort haut. Voilà, donc ça c'était ce que Baudorochat a indiqué dans son diagramme théorique. Donc on voit bien que OA se fait à 0 degré par rapport au PMH, FA se fait à 0 degré par rapport au point Morbat, FA, l'allumage se fait à 0 degré par rapport au PMH, OE se fait à 0 degré par rapport au point Morbat, et FE, dont la fermeture échappement, se fait à 0 degré par rapport au PMH. Aucun décalage donc entre l'événement, le moment de l'événement, et le point référence. Or, en fait, en réalité, c'est pas du tout ça. La température des parois n'est pas uniforme, puisque dans le filtre à air, on va être à une température relativement plus fraîche quand on est aux abords de l'enceinte thermique, c'est tout à fait évident pour tout le monde.
la masse gazeuse, elle n'est pas uniforme, pour la bonne et simple raison, c'est que on va avoir de l'air dans cet air, il va y avoir de l'eau, il va y avoir, enfin de l'eau, de la vapeur d'eau, il va y avoir de l'essence, et donc tout cela ne va pas être très uniforme. Hein. Donc on va avoir une densité de cette masse gazeuse qui va différer en fonction de la tranche sur laquelle on va se situer dans la masse gazeuse. Et donc l'élasticité également n'est pas nulle, puisque un gaz a tendance à s'étirer. Quand c'est comme un chewing-gum, hein, le chewing-gum, vous le mettez dans la bouche, hein, vous allez le mâcher, vous allez le remplir d'humidité, vous allez le chauffer par le fait que vous le mâchez, et puis d'un coup, il va commencer à changer de forme, déjà, il va pas rester en bloc, il va changer de forme, vous allez pouvoir y tirer dessus, faire des bulles, même si vous avez envie de faire des bulles, enfin voilà, donc notre masse gazeuse, c'est un petit peu comme le chewing-gum, hein, on va l'étirer, hein, voilà. Donc tous les événements, du coup, si on veut, on l'avait vu lors du dernier cours, que ce que l'on recherchait, c'était effectivement d'avoir un maximum de travail positif et un minimum de travail résistant. Et pour cela, effectivement, si on veut améliorer ce qui va faire que la combustion sera importante, c'est-à-dire qu'on remplisse au maximum notre enceinte thermique de mélange potentiellement calorifique, eh bien, il va falloir qu'on rentre le maximum de mélange à l'intérieur. Or, on vient de le voir, ça s'étire, hein, ça s'étiole. Donc, ce qui veut dire qu'on va essayer, tous les constructeurs travaillent là-dessus, hein, sur le système de remplissage. Donc, pour cela, on va voir que les événements ne se produisent pas exactement sur leur point référence. Ils vont être légèrement décalés par rapport au point référence, tout cela pour anticiper l'inertie des gaz, l'élasticité des gaz. Donc, ça ne se fait plus exactement au point référence, mais ça sera décalé. Donc, les temps ne dureront plus 180 degrés, on va le voir. On va durer plus ou moins de 180 degrés. Et le cycle complet ne se fera pas sur 2 tours de Villebrequin, mais en général, il se fait sur davantage. Alors, on va revenir sur notre histoire de masse gazeuse hein, qui va rentrer. Alors d'après Baudot-Rochat, lui, la masse gazeuse, c'est la partie bleue hein, que vous avez là, ici la partie bleue. Cette partie bleue, donc c'est le bloc, on va dire que c'est ce qui doit rentrer, c'est ce que contient le cylindre, hein, exactement. Donc, ça va passer par le filtre à air, ça suit des conduits, donc ça prend des virages, ça revient, et puis en fait ça passe au travers du volet des gaz, ça passe au travers de la soupape, pour ensuite atterrir dans l'enceinte thermique. Pour Baudot-Rochat, en théorie, ça reste stable du début jusqu'à la fin. Le même bloc que l'on avait à l'entrée, on le retrouve à l'intérieur de l'enceinte thermique. Or, si on regarde la réalité, alors on va voir ce que ça donne, hein. Pour lui, si on a un cylindre qui fait donc 1 litre, eh bien on aura 1 litre de mélange qui sera rentré à l'intérieur du cylindre. Ce qui n'est pas vrai du tout, on l'a vu, puisqu'il y a des températures différentes, une élasticité, une densité qui diffèrent dans la veine gazeuse. Si on regarde maintenant d'un petit peu plus près, déjà c'est ce bloc que l'on a, imaginons que nous ayons un bloc qui arrive au volet de gaz. Déjà, il va falloir qu'il passe l'obstacle au volet de gaz. Et là, déjà, il va commencer à se déformer. Notre bloc va se déformer pour ensuite s'étioler, être étiré pendant que le piston descend. Donc on va avoir au départ une masse gazeuse qui va être effilée, un bloc qui va venir, puis ça va à nouveau se terminer en quelque chose d'effilé. Au final, on va se rendre compte qu'en réalité, on va rentrer beaucoup moins que ce que le cylindre peut contenir réellement. Si je prends un exemple aujourd'hui, et là c'est un exemple où on est au top, hein, je vous le dis de suite, c'est là où c'est ce vers quoi on tend et c'est pour l'instant le maximum qu'on ait atteint avec un véhicule atmosphérique. Hein. Donc on s'aperçoit que la masse gazeuse en fait elle se réduit, elle est déformée, elle va rentrer dans notre cylindre hein, et on va se rendre compte que tout compte fait par rapport à la contenance du cylindre qui était d'1 litre, eh bien le maximum qu'on va pouvoir entrer c'est 60%, c'est-à-dire donc 600 cm3. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle le remplissage. Et là-dessus, je peux vous garantir que tous les constructeurs travaillent là-dessus parce que plus on va rentrer de quantité d'énergie potentielle, plus l'énergie dégagée par la combustion sera importante et plus notre piston sera accéléré, donc plus la force sur le Villebrequin sera importante et donc le couple à la roue arrière sera important. Donc vraiment, c'est quand on parle de motoristes, voilà leur boulot, il est là leur boulot. C'est de remplir au maximum le cylindre hein, avec les conditions qui sont celles d'un moteur thermique, avec des effets thermodynamiques qui peuvent se faire sur une veine gazeuse. Alors, pour améliorer le remplissage,
et donc il va falloir tenir compte de l'inertie, tout ça. On va faire et des variations de volume, des variations de position de volet de gaz. Eh bien, on va modifier donc le moment où on va déclencher les événements par rapport au point référence. Donc, on va les faire tantôt en avance, tantôt en retard. Donc, on va se rendre compte que, là, on a la théorie, OA, PMH, et ainsi de suite. On va s'apercevoir que ça va être légèrement décalé. Alors, on va aller sur une épure réelle et je vous donne le diagramme donc constructeur, donc avec des valeurs où on voit par exemple avance, ouverture, admission, 38 degrés avant point Moreau. Alors, après on voit retard, fermeture, échappement, 31 degrés par rapport au point Moreau. Retard, avance, on va voir comment ça fonctionne et comment il faut le comprendre. On reprend nos deux axes perpendiculaires, l'un par rapport à l'autre, on met le sens de rotation, et puis à partir de là, vous pouvez tracer des flèches sur votre graphique, avec deux flèches au niveau du point mort bas et du point mort haut. Tout ce qui va être à gauche du point mort haut, eh bien, c'est de l'avance. Tout ce qui est à droite, c'est du retard, et c'est le contraire au niveau du point mort bas. Tout ce qui est avant le point mort bas, eh bien, tout ce qui est avant le point mort bas, c'est de l'avance. Tout ce qui est après, c'est du retard. Donc, quand vous avez avance, retard, avance, c'est avant le point référence, retard, c'est après le point référence. C'est-à-dire que l'événement qui va déterminer le début d'un temps, eh bien, ce moment-là, cet événement-là, il va se réaliser soit en avance, soit en retard par rapport à son point référence, point mort haut ou point mort bas. Alors, on va regarder un petit peu maintenant du côté comment on va tracer l'admission. Alors, si je regarde bien OA, on me dit que c'est de l'avance, ouverture, admission, 38 degrés avant le point mort haut. Très bien. Je vais tracer donc une droite qui va avoir 38 degrés d'inclinaison par rapport à la verticale et qui va se situer avant le point mort haut. Je prends ensuite ma fermeture admission. On me dit que la fermeture admission se fait avec un retard de 66 degrés par rapport au point mort bas, son point référence. Je vais tracer donc dans la partie après une droite qui va effectivement être inclinée de 66 degrés par rapport à la verticale. Et à partir de là, je vais remplir tout mon système. Alors là, je vous remets pour que vous puissiez comprendre comment on calcule la valeur totale angulaire d'un temps. Je vous mets le temps théorique, donc ça c'est ce qu'on avait tracé en début de semaine, donc le temps théorique, et sur ce temps théorique, on va y rajouter de ce côté 38 degrés, et de ce côté, on va y rajouter 66 degrés. Ce qui fait qu'au final, notre temps d'admission va durer 180 degrés qui était le temps théorique, plus les deux anticipations ou retards d'ouverture ou de fermeture de conduit. Donc on a 38 degrés d'avance, donc ils viennent se rajouter, puisque pendant ce temps, la soupape est ouverte, pendant ces 38 degrés avant d'arriver au point mort haut, la soupape commence à s'ouvrir. Et puis ensuite, pendant 66 degrés après le point mort bas, la soupape est toujours ouverte et elle va se fermer. Donc on rajoute, ce qui nous fait au total un temps d'admission qui est de 284 degrés. Maintenant, je vais tracer ma compression. Pour tracer ma compression, je sais que ma compression commence quand mon admission se termine, donc à la fermeture du conduit d'admission, et elle va aller jusqu'au début du temps combustion détente. Et le combustion détente est déclenché par l'étincelle, donc l'allumage. Et là, je regarde, on me dit que l'avance à l'allumage se fait en avance de 10 degrés. Donc, je vais tracer, toujours pareil, comme pour OA, je vais tracer au niveau du point mort haut un trait incliné de 10 degrés. Alors, pour cela, si vous n'y arrivez pas avec les ordinateurs au départ, moi je vous donne une astuce, vous prenez un rapporteur d'angle que vous posez, vous faites votre droite informatique, et puis ensuite vous la faites partir du centre de notre croix, de nos deux axes perpendiculaires, vous la faites partir de là, et puis vous mettez votre rapporteur et vous sur votre écran, et vous faites coulisser le point du trait afin de rentrer dans les 10 degrés d'inclinaison. Ça va être comme ça que vous allez pouvoir le faire plus rapidement que de chercher sur votre ordinateur comment j'incline de 10 degrés un trait. À partir de là, du moment que j'ai tracé mon point de fin de temps de compression et que j'ai mon point de début, c'est toujours pareil, je continue mon escargot et là je mets ma valeur théorique. Je me rends compte que je vais enlever 10 degrés puisque en fait je ne vais pas aller jusqu'à
là où théoriquement j'aurais dû aller, le point mort haut, j'arrive un petit peu avant. Et c'est pareil, au lieu de commencer au point mort bas, j'ai commencé bien après le point mort bas. Donc, du coup, je vais avoir ma compression qui va égaler 180 degrés, moins les 10 degrés de l'avance à l'allumage, moins les 66 de retard de fermeture d'admission. Ce qui fait au total 104 degrés de temps de compression. Je vais attaquer maintenant la combustion détente. La combustion détente, elle commence à l'étincelle, donc à l'allumage, et elle se termine à l'ouverture du conduit d'échappement. Je regarde quand se passe l'ouverture du conduit d'échappement, on me dit que c'est en avance de 57 degrés par rapport au point mort bas. Le point mort bas est le point théorique référence. Donc je vais tracer une droite qui est inclinée de 57 degrés par rapport au point mort bas, donc je reviens à l'intérieur, point mort bas, je pars au point mort bas, je suis à 0, et je vais revenir de 57 degrés. À partir de là, je positionne donc ma théorie, mon déploiement de 180 degrés théorique. Là-dessus, je vais rajouter à ces 180 degrés les 10 degrés, puisque j'ai commencé avant, alors que j'aurais dû commencer au point mort haut, ma combustion détente, je vais commencer 10 degrés avant. Et puis, je vais enlever par contre les 57 degrés, puisque au lieu de terminer au point mort bas, en réalité, je termine 57 degrés avant le point mort bas. Ce qui fait que mon temps de combustion détente va passer donc de 180 degrés à 133 degrés, c'est-à-dire 180 plus 10 moins 57. Il ne nous reste plus qu'à terminer maintenant notre cycle par l'échappement. L'échappement va se terminer donc, puisqu'on a vu où est-ce qu'il débutait, il va se terminer en retard par rapport au point mort, en retard par rapport au point mort haut. Donc, je vais de 31 degrés, donc je vais passer le point mort haut et je vais me décaler de 31 degrés en inclinaison, ce qui va faire que si je pars toujours pareil de mon cycle théorique, de ma phase de mon temps théorique de 180 degrés, eh bien, je vais y rajouter les 57 degrés que j'avais du fait de l'avance à l'ouverture, et puis le retard à la fermeture, je vais le mettre également en plus, et du coup, ça va me faire donc un temps, une valeur angulaire de mon temps échappement qui va être de 180 degrés plus 57 plus 31, ce qui fait au final 268 degrés. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, il faut y aller tranquillement, doucement, il ne faut pas s'affoler. Et puis, si on respecte exactement les avant et les après, c'est souvent là où les élèves ont des difficultés. C'est quoi en avance, c'est quoi en retard? C'est toujours par rapport au point référence théorique. Si l'étincelle se fait au point mort haut théorique, si je la fais en avance de X degrés, je commence avant de X degrés. Voilà, donc le cycle qui au départ, théoriquement, fait 720 degrés, on va se rendre compte qu'il en fait davantage. Il en fait en fait 789. Et il y a une particularité également. On a 69 degrés de plus que la théorie. Et en même temps, on se rend compte que l'admission commence pendant la phase d'échappement, pendant le temps d'échappement, et mon échappement se termine durant la phase d'admission. Ce qui fait que à un moment donné, quand le piston est aux abords du point mort haut, j'ai en fait les deux soupapes qui sont ouvertes. Alors, pas grande ouverte, mais ouverte. Ce qui fait qu'on a intérêt à ne pas se tromper quand on va régler notre distribution, parce que ça va être un acte de technicien de maintenance moto, ça va être de caler quand on va changer la distribution, quand on va faire des réglages de soupapes, on va être obligé, quand c'est avec des pastilles, on va être obligé d'enlever les arbres à cam. Donc il va falloir, les arbres à cam sont les arbres qui commandent l'ouverture des conduits, des soupapes et donc des conduits. Donc il va falloir, quand on repositionne tout cela, faire très attention à bien les caler, de telle façon à ce que, comme on est avec un piston qui est très haut et des soupapes qui sont encore ouvertes, si on décale, on risque de venir taper sur les soupapes. Et là, ça veut dire casse moteur. Donc, il va falloir faire très attention. Donc, si je remets mon épure maintenant, mon épure circulaire, j'ai enlevé les trucs théoriques, je vous ai remis les temps complets, eh bien, on va se rendre compte que entre AOA et RFE, eh bien, on va avoir pendant 69 degrés les soupapes, les deux soupapes qui ferment et qui ouvrent les conduits d'admission et d'échappement qui seront ouvertes au point mort haut.
Voilà, donc ça va vous permettre de faire ce petit exercice que je vous demande, c'est-à-dire donc maintenant, et c'est à vous, de tracer l'épure circulaire du moteur dont le diagramme de distribution est le suivant. Je vous donne AOA 40 degrés, RFA 50 degrés, AA 10 degrés, AOE 40 degrés, RFE 20 degrés. Voilà, c'est à vous. Et on verra ensuite, bien sûr, la correction. Au revoir.